passer maintenant aux communications qui résultent de l'appel à communication, avec quatre communications. Donc d'abord, je vais passer la parole donc, à Thibaut Jedrzejewski, qui a réalisé une thèse pour le doctorat de médecine générale en 2016 à l'université Paris Diderot. Et ce travail, c'est Égal MG. Et c'est vraiment en plein aussi dans le vif du sujet, ce qui nous concerne les uns et les autres, état des lieux des difficultés rencontrées par les homosexuels face à leurs spécificités de santé en médecine générale en France, réflexion sur le contexte et les données actuelles, l'histoire et les subjectivités gays et lesbiennes. À toi la parole. Merci. Donc, premièrement, je tiens à remercier aussi le colloque d'avoir accepté ma présentation aujourd'hui. C'était assez important pour moi parce que c'est des résultats assez, que j'aimerais porter en France parce qu'il me semble important. Donc mon enquête, elle s'appelait Égal MG, ça veut dire enquête gay-lesbienne médecine générale. C'est une enquête que j'ai commencée en 2015, qui a été dirigée par le docteur Michel Ohaillon, qui est directeur du 190 à Paris, centre de santé sexuelle. Et donc, ça cherchait à faire un état des lieux des difficultés rencontrées par les homosexuels face à leurs spécificités de santé en médecine générale en France. Donc, en fait, je suis partie d'un contexte assez large, parce que pour moi, c'était important de pas seulement faire une étude quantitative, mais aussi de justement remettre ces données dans un contexte socio-historique, voire philosophique. Donc, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des inquiétudes de médecins et d'associations occidentales, autant dans des publications scientifiques que dans des communiqués internationaux et français, par l'OMS, par l'IFMSA, qui est une association étudiante en médecine, par AIDE, l'association de médecine gay-friendly. Ouais. Et en fait, dans ces publications et ces communiqués, j'ai trouvé que les sujets qui revenaient le plus, c'était l'homophobie, la discrimination, la stigmatisation, qui étaient des sujets finalement qui n'étaient pas très bien définis et qui, en pratique, les posaient pas mal de questions parce qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire en pratique dans la consultation de médecine générale. Et que du coup, pour moi, ces inquiétudes, elles restaient assez peu précises et du coup limitaient potentiellement ce qu'on pouvait faire derrière et les solutions qu'on pouvait proposer. J'ai du coup cherché des ouvertures. Je me suis intéressée au rôle de la médecine dans la définition de l'homosexualité, donc j'ai vraiment repris l'histoire de la définition de l'homosexualité. Je me suis intéressée aux études gays et lesbiennes en sociologie. J'ai essayé de les recroiser un petit peu avec ce qu'on connaissait justement d'un point de vue médical. Je me suis intéressée à des notions comme l'hétéronormativité qui me semblait plus pertinente, plus large, qui pouvait amener des questionnements plus intéressants. Et les notions de pouvoir et de vérité chez Michel Foucault, notamment dans l'histoire de la sexualité, et puis de la norme chez Canguilhem, qui reste quand même un ouvrage médical important. Tout ça, ça m'a amené à une notion qui était celle de la différence homosexuelle que j'ai mis en italique parce que pour moi, c'est une notion qui reste à travailler et qu'il faut continuer à définir, mais qui reste importante parce que justement, elle apporte des nouvelles choses, notamment en matière de santé. Cette différence aussi, excusez-moi, elle apporte aussi un risque de dépréciation face à l'hétérosexualité, face à la norme, et du coup pose cette problématique de regard un peu en surplomb. Oups. Donc, je me suis aussi intéressée dans mon introduction de ma thèse aux spécificités de santé. Je ne vais pas les reprendre là, on en a déjà pas mal entendu parler, autant en santé lesbienne qu'en santé gay. Il y a des spécificités qui sont longues, qu'on n'apprend pas forcément dans les études de médecine ou juste par le biais de l'épidémiologie. Et encore, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Les objectifs de mon étude quantitative, et du coup réinscrite dans le contexte, c'était d'abord de caractériser les difficultés rencontrées par les gays et lesbiennes face à leurs spécificités de santé et dans le contexte de la médecine générale en France, et puis d'apporter des hypothèses d'explication à ces difficultés, tout en réfléchissant aussi sur les stratégies de contournement qui pouvaient être apportées par les patients et patientes face à ces difficultés.
La méthodologie, je vais aller assez rapidement. On a fait une pré-enquête qualitative sur 4 gays, 4 lesbiennes de 25 à 50 ans, qui est aussi assez intéressante, qui est détaillée dans ma thèse, mais voilà, qui nous a permis surtout à construire le questionnaire de manière plus précise. C'était une étude quantitative transversale, anonyme, auto-administrée, basée sur le volontariat. Et on l'a diffusée entre mars et octobre 2015 et promue sur des médias communautaires, notamment le site yag.com avec qui on avait un partenariat et que je remercie au passage, et les réseaux sociaux. Le questionnaire, c'était un questionnaire qui mettait environ 10 minutes à faire. Il y avait pas mal de chapitres. Le profil, bien sûr, mais aussi du coup les connaissances de l'existence de spécificités de santé pour les personnes gays et lesbiennes, le dépistage, la prévention, les sensations de retard diagnostique, les expériences du coup un peu avec la médecine générale, les modes de consultation, est-ce qu'on a un médecin traitant ou plusieurs médecins généralistes ou un médecin qu'on voit spécifiquement pour les problèmes d'ordre sexuel. La relation médecin-patient, le coming out au médecin, la prise en charge des problèmes liés à la sexualité, les rapports à la question de la sexualité en médecine générale, et puis des choses qui se posent assez clairement justement et qui posent la question de l'accès aux soins, le refus de soins, les propos à se déplacer, les ruptures de soins liées à l'orientation sexuelle et les difficultés à trouver un médecin qui prenne en compte l'orientation sexuelle. Donc les résultats, ils ont été analysés avec l'aide de la MIR à Aide, qui m'a pas mal aidé et que je remercie aussi. 3235 questionnaires analysés de façon nationale, avec à peu près autant de femmes que d'hommes. Une population assez jeune, avec une identité plus marquée pour les hommes que pour les femmes, enfin en tout cas une identification comme gay ou lesbienne plus marquée pour les hommes que pour les femmes, un niveau d'études assez élevé, et puis une orientation sexuelle connue et acceptée par quasi la totalité des répondants, une orientation sexuelle connue et acceptée par au moins une personne de l'entourage pour quasi la totalité des répondants. J'avais quelques données sur les IST aussi que j'ai mis dans la population parce que ça me semblait important de savoir justement quelle population on touchait et comment ces personnes étaient touchées par les spécificités de santé. Donc les femmes, il y avait assez peu de maladies sexuellement transmissibles. Les maladies sexuellement transmissibles les plus fréquentes déclarées, c'était le chlamydia et l'HPV. Pour les hommes, c'était beaucoup plus fréquent, donc, notamment le gonocoque, la syphilis, qui sont des maladies qu'aujourd'hui on sait quasi spécifiques aux homosexuels masculins. Il y avait 12,8% de séropositifs dans l'enquête et les maladies sexuellement transmissibles étaient plus fréquentes chez les séropositifs que chez les autres. Donc, sur les difficultés rencontrées, donc le vif du sujet, je les ai séparées en 3 parties. La première, c'est une partie sur le coming out. Donc, il y avait une grande proportion de personnes qui n'avaient aucun médecin au courant de leur orientation sexuelle. Donc, pour les personnes qui avaient un seul médecin, les femmes étaient 48,7% et les hommes 40,5%. C'était des chiffres un petit peu plus faibles pour les personnes qui avaient plusieurs médecins. Donc, potentiellement, il y a une facilité à dire l'orientation sexuelle quand on voit des médecins indifféremment. Par contre, les soucis de santé et risques que peuvent impliquer l'orientation sexuelle sont moins abordés avec les personnes, chez les personnes qui voient des médecins, qui voient plusieurs médecins. La deuxième partie, c'était sur la relation médecin-patient. Donc, on s'est rendu compte que seulement 7,3% des femmes et 23,6% des hommes qui ont déclaré avoir reçu des informations qu'elles jugeaient utiles ou intéressantes de la part de médecins généralistes sur la sexualité et ou les IST. À titre de comparaison, c'était beaucoup plus faible que justement via des réseaux communautaires, des brochures communautaires diffusées par des associations. Donc, plus d'un répondant sur 8 avait arrêté de voir un médecin généraliste du fait d'une discorde ou d'une gêne liée à l'homosexualité. Près d'un homme sur 3 et plus d'une femme sur 3 avaient déjà été confrontés au cours de leur vie à au moins un propos ou geste déplacé, perçu comme déplacé de la part d'un médecin généraliste, et plus d'un répondant sur 10 avait déjà interprété un refus de soins comme étant lié à son orientation sexuelle, ce qui est beaucoup. La troisième partie, c'était sur les spécificités de santé. Donc, spécificités de santé peu connues, puisque 44,9% des femmes et 33,6% des hommes pensaient qu'il n'existait pas de spécificité de santé liée à leur orientation sexuelle. 60,8% des femmes de plus de 25 ans avaient eu un frottis cervico-utérin dans les 3 dernières années, ce qui est potentiellement un chiffre surestimé parce que c'était du déclaratif.
Et on sait que par rapport à la moyenne nationale, ça reste un chiffre plus bas. Potentiellement, cette moyenne nationale est aussi surestimée. Les frottis sont mal faits, enfin insuffisamment faits dans la population générale, mais probablement encore moins bien faits chez les femmes lesbiennes. Chez les personnes ayant au moins un médecin généraliste au courant de leur orientation sexuelle et ayant déjà ressenti un mal-être ou une tristesse liée à cette orientation sexuelle ou à des violences conjugales, la moitié des répondants n'en avaient jamais parlé à leur médecin généraliste, ce qui est beaucoup aussi. Pour la syphilis, on avait trois critères de retard diagnostique, et les hommes qui avaient été contaminés dans les 5 dernières années étaient souvent en retard sur leur diagnostic, pour entre 1 sur 3 et 1 sur 5 et 1 sur 4 répondants. Donc, que tirer de ces résultats? Les spécificités de santé semblent insuffisamment connues et liées à des difficultés de prise en charge. Les IST semblent insuffisamment dépistés et leur diagnostic, pour certaines, trop fréquemment retardé. Les médecins généralistes ne sont pas suffisamment au courant de l'orientation sexuelle de leurs patients, et le coming out apparaît déterminé par plusieurs facteurs qu'on a liés avec des tests de Ki2. Le type de médecin consulté, on s'est rendu compte que les personnes avaient plus souvent un médecin généraliste au courant de leur orientation sexuelle quand c'était un médecin qui était déjà identifié comme gay ou lesbienne ou comme gay-friendly. Quand la question est posée par le médecin, très peu de personnes mentent. Finalement, la quasi-totalité des répondants avaient un médecin au courant de leur orientation sexuelle quand la question était posée par le médecin. L'appréhension d'une discrimination, d'un jugement, d'une rupture du secret médical, d'une prise en charge inadaptée, ou penser que l'orientation sexuelle n'est pas importante ou utile pour le médecin, ça jouait aussi sur le coming out. Donc, les forces et les limites de mon étude, les forces, c'était que c'était une première étude sur ce sujet en France, avec un échantillon large et national, et on a eu des détails sur les difficultés pour les modes de consultation les plus fréquents, même dans la population générale, avoir un médecin généraliste ou voir des médecins indifféremment. Les limites, c'était qu'il y a quand même un biais de recrutement du fait du recrutement sur Internet via les réseaux communautaires, même si par Facebook et Twitter, on peut se dire que ça va un petit peu plus loin, et des biais liés à l'analyse avec des modes de consultation qu'on n'a pas détaillés. Donc dans ma discussion, que j'ai du coup pour reconnecter ces résultats à le contexte socio-historique, j'ai fait une partie qui s'appelle « Jeu de la différence et de l'indifférence », qui est très résumée ici et qui demande à être développée, mais j'ai pas le temps. Il existe en France une volonté des patients gays et des patientes lesbiennes d'être traitées comme tout le monde. Je pense que c'est une volonté qui est aussi partagée par beaucoup de médecins, justement dans cette idée de soigner tout le monde comme tout le monde et de ne pas faire de différence. Mais cette volonté, elle ne doit pas effacer les spécificités de santé qu'on connaît maintenant et qui sont déjà depuis plusieurs années posées comme telles, ni les spécificités sociales, et on a aussi beaucoup à apprendre des études gays et lesbiennes. Préciser la différence, du coup, la travailler et lutter contre l'indifférence des médecins sur cette différence, donc poser la question de l'orientation sexuelle. En plus, bien sûr, de la lutte contre l'homophobie, la discrimination et la stigmatisation, mais qui me paraissent insuffisantes. Donc, des perspectives, des solutions que j'ai classées en 2 grands axes. Pour moi, dans cette conclusion, après on peut en discuter, hein, il y avait deux grands axes qui me paraissaient intéressants. La première, c'était d'institutionnaliser la question de la santé gay et des lesbiennes, et je pense que ce colloque le fait assez bien, mais aussi dans l'idée de créer une société savante avec une mutualisation des connaissances, former sur les spécificités de santé accessibles aux médecins, des formations accessibles aux médecins généralistes intéressés, avec des formations poussées, exhaustives, autant sur justement la question de la différence, une réflexion sociale, éthique, et puis les spécificités de santé. Et puis créer et soutenir des centres de santé dédiés à la santé gay ou lesbienne, comme le 190 à Paris. Et d'un autre côté, former tous les médecins généralistes avec une formation beaucoup moins lourde et beaucoup plus simple, qui demande, je pense, pas beaucoup de temps,
initier à la différence que pose le regard médical ou hétérosexuel sur l'homosexualité, initier aux identités multiples, aux pratiques sexuelles, donc que ce soit un truc qui soit perçu comme bizarre ou sur lequel on peut rigoler, parce qu'en médecine, on a beaucoup l'habitude de rigoler sur les pratiques sexuelles. Former à l'importance de la question de l'orientation sexuelle, former à l'importance des explications sur cette question de l'orientation sexuelle. Il faut savoir pourquoi on pose cette question et il faut que le patient sache aussi pour que tout se passe bien, parce que sinon il se demande pourquoi on lui pose une question aussi intime. Aider à poser la question, donc trouver des formulations, discuter avec les médecins, voir comment ils peuvent s'en sortir, entre guillemets. Informer sur l'existence de médecins généralistes formés pour que justement derrière ils puissent adresser à ces médecins, entre guillemets, surspécialisés. Voilà, ma thèse est disponible par mail, comme elle n'est pas encore disponible sur Internet, et je vous remercie. Merci beaucoup aussi pour les ouvertures de la feuille de route qu'il y a devant nous. Donc, on reviendra peut-être dans le débat sur tout cela. Donc, maintenant, je passe la parole à Lydie Poré, donc, de l'association départementale du Mouvement français pour le planning familial de Rennes, dans le 35. La communication est intitulée « Mise en place d'un espace santé safe pour les personnes LGBT au planning familial d'Ille-et-Vilaine ». Merci. Et merci aux organisateurs et aux organisatrices d'avoir accepté notre proposition de communication. Alors aujourd'hui, je vais me faire la porte-parole de la commission Santé Accueil des personnes LGBT du planning familial d'Ille-et-Vilaine. J'ai fait une petite carte pour constituer l'Ille-et-Vilaine dans la grande province française. Donc c'est juste à côté de la Mayenne dont on parlait ce matin. Alors le planning familial, il en a déjà été question plusieurs fois dans les communications depuis hier. C'est une association féministe et d'éducation populaire. Cette communication, elle a été écrite collectivement par Elisa Kemener, Dominique Guéot, Glenn Le Gall et moi-même, qui suis une femme blanche, cisgenre, bisexuelle. Je vais vous présenter en fait une action qui est toujours en cours. Et mon intervention, elle se déroulera en 3 temps. Donc, je vais commencer par un bref rappel du contexte de notre démarche. Ensuite, je me concentrerai sur les actions concrètement mises en œuvre sur le terrain. Et puis enfin, je m'attacherai à vous présenter quelques conclusions et quelques perspectives de nos travaux. Alors, le contexte de notre démarche. Donc, notre réflexion elle a démarré en 2013. Elle était portée par plusieurs militants et militantes d'associations féministes et ou LGBT qui étaient également adhérentes et adhérents du planning familial 35. Alors, nos travaux locaux, ils se placent dans une dynamique qui existe dans l'ensemble du mouvement français pour le planning familial, qui est composé de 76 associations départementales qui sont réunies dans une confédération. Donc Isabelle Santis a parlé ce matin de la commission de déconstruction de l'hétéronormativité, dont certaines membres sont présentes là aujourd'hui. Par ailleurs, de nombreuses associations départementales ont commencé à mener des actions avec et en direction des personnes LGBT, pour certaines au moins depuis la fin des années 2000. Et en fait, c'est grâce à ce contexte favorable que nous, on a pu inscrire nos réflexions. Et donc, c'est dans cette dynamique que nous avons commencé à travailler à la mise en œuvre de nos actions locales. Alors là, je vais être un peu plus technique et cuisine planning. Donc, dans le cadre de ces activités, le planning familial gère 2 centres de planification et d'éducation familiale implantés à Rennes et à Saint-Malo. Alors, par souci de simplicité, je vais les appeler CPEF. Donc, historiquement, les CPEF sont des structures pluridisciplinaires qui travaillent d'une part à favoriser l'accès à la contraception, notamment en permettant une confidentialité et une gratuité pour les personnes mineures, et d'autre part, à informer sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Donc, il y a certains CPEF qui sont gérés par les conseils départementaux, d'autres par des centres hospitaliers, et une trentaine sur le territoire sont gérés par des associations départementales du planning familial. Alors, selon leur histoire, les relations avec l'autorité de contrôle qu'est le conseil départemental, et aussi selon la dynamique associative,
Les CPEF ont plus ou moins ouvert leurs services à une acceptation plus large de la santé sexuelle et à la vie relationnelle et affective, dépistage, violences sexuelles. Et c'est le cas en Ille-et-Vilaine puisque nos deux CPEF proposent depuis de nombreuses années l'ensemble de ces services avec toutefois une orientation hétérocentrée et un impensé sur l'accueil des personnes lesbiennes et trans. Donc les accueils proposés y étaient jusqu'à peu, souvent liés à une sexualité pensée comme potentiellement procréative, ce qui ne répond pas toujours, évidemment, aux réalités des personnes LGBT. Donc c'est dans ce contexte qu'a émergé au début de l'année 2013 une commission de travail, accueil et santé des personnes LGBT. Alors elle est née, comme je disais, à l'initiative d'un groupe de salariés, de bénévoles, dont beaucoup sont impliqués dans le militantisme LGBT rennais en tant que personnes concernées. En fait, notre démarche, on voulait que les services proposés profitent aussi aux LGBT. Alors, notre commission, elle s'est donné plusieurs objectifs de travail. L'urgence, c'était vraiment de travailler sur l'accueil dans nos CPEF. On voulait les positionner vraiment comme des structures accueillantes pour les personnes LGBT et plus particulièrement pour les lesbiennes et les transgenres. Ensuite, on voulait insister sur la mise en réseau des associations LGBT du département sur la thématique de la santé et plus particulièrement de la vie relationnelle, affective et de la santé sexuelle. Et enfin, on voulait favoriser la mise en place d'un réseau de professionnels de santé formés à l'accueil des publics LGBT et motivés pour travailler sur leurs pratiques professionnelles. Donc en fait, il s'agissait dans un premier temps de travailler à faire que le planning familial 35, de culture historiquement hétérocentrée, hétérocis-normative, devienne un lieu pour toutes et tous dans les pratiques quotidiennes, qu'il s'agisse de consultations médicales, psychologiques ou de conseils conjugal. Donc après cette première étape qui concernait d'abord l'interne, le souhait était ensuite de pouvoir travailler à la diffusion et au partage de pratiques de terrain avec d'autres professionnels, et notamment des professionnels de santé. Alors, de par son approche politique de la santé, le planning familial est une structure qui a l'usage de questionner ses propres pratiques, de les adapter aux besoins des personnes et ensuite de les diffuser à l'extérieur. Alors, je prends un exemple, la pose du DIU, du dispositif intra-utérin, autrement appelé stérilet, chez les nullipares. Donc, c'est un exemple de cette approche-là. Alors, après cette brève mise en contexte, je vais vous présenter les actions de terrain. Alors, donc, tout d'abord, une des premières actions de la commission accueil et santé des personnes LGBT, ça a été d'être à l'initiative du rassemblement des associations rennaises œuvrant dans le champ de la santé des personnes LGBT, notamment AIDE, le Centre gay, lesbien, bi et trans de Rennes, ici présent et je les salue, et aussi ENIPS, donc l'équipe nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises. Ces associations avaient déjà des relations, mais c'était plutôt en bilatéral. Donc un groupe interassociatif a été créé et il se réunit environ une fois par trimestre. Alors il a un objectif d'interconnaissance, de partage d'actualités et d'échange de bonnes pratiques. Et nous, en fait, en initiant cette démarche, on voulait aussi positionner le planning comme un acteur de la santé des personnes LGBT complémentaire de l'offre qui existait déjà localement. Alors, par ailleurs, en partenariat avec l'ENIPS, le psychologue du planning intervient environ une fois par mois dans un sauna rennais sur les créneaux qui sont réservés au HSH. Et donc, cette action permet à l'association de proposer une partie de ses services en santé sexuelle à un public jusqu'ici assez inhabituel pour le planning familial. Notre deuxième action, donc on voulait travailler sur les conditions d'un accueil et d'un accompagnement de qualité pour les personnes LGBT dans nos CPEF. Donc on a utilisé plusieurs moyens. Il y a eu notamment un travail de recherche qui a été mené. Donc c'est une thèse de médecine générale menée par une médecin qui était à l'époque salariée du planning familial 35 et sa thèse portait sur le suivi gynécologique des lesbiennes. Donc, je vais assez rapidement sur les conclusions, mais voilà, elles étaient assez classiques et concordantes avec le reste de la littérature. Alors, un autre moyen de travailler à cette question de l'accueil dans nos CPE, ça a été la formation de l'équipe salariée qui assure au quotidien l'accueil et l'accompagnement. Donc, en fait, on a proposé plusieurs temps de formation.
il y a eu une présentation de la thèse de médecine dont je parlais. Il y a exactement un an, l'ensemble des salariés a été formé à l'accueil des lesbiennes et des transgenres selon 2 axes. Donc le premier axe, c'était de déconstruire les préjugés qui associent une identité de genre ou une orientation sexuelle à des besoins particuliers à l'exclusion d'autres. Donc par exemple, une lesbienne peut être victime de violences dans son couple ou encore être en demande d'une IVG. Un homme trans peut avoir besoin d'un suivi analogue à celui d'une femme cisgenre. Et l'autre axe, c'était de mettre sur pied les bases d'un accueil respectueux, en particulier en direction des personnes transgenres. Il y a eu une autre formation médicale technique sur l'hormonothérapie pour les personnes transgenres. Elle a débouché sur la mise en œuvre de consultations médicales à leur destination. Alors, ces temps de formation, ils ont eu des effets sur la pratique quotidienne en termes techniques et administratifs. Alors, par exemple, au cours des accueils, que ces accueils soient réalisés par des médecins ou des conseillères, une attention est portée à ne pas induire les besoins des personnes accueillies. Donc, concrètement, on essaie de demander « souhaitez-vous un moyen de contraception ?» plutôt que « quel est votre moyen de contraception ?» Une procédure a été mise en place pour l'utilisation du prénom et du genre adéquat pour les personnes transgenres. Donc on évite d'appeler Monsieur X ou Madame Y en salle d'attente, mais en fait on appelle les personnes avec leur prénom et leur nom, ce qui bénéficie à tous et toutes si c'est trans. Nous forçons aussi la carte vitale sur le logiciel médical pour pouvoir indiquer le prénom choisi par la personne. Alors ces réalisations, ça peut sembler petit, pas vraiment extraordinaire et pas très révolutionnaire, mais je voudrais les replacer dans le contexte d'une association, le Mouvement français pour le planning familial, qui est traversé par 2 combats essentiels qui ont été l'accès à la contraception et l'accès à l'avortement. Et donc en ce sens, c'est une association très orientée dans une perspective de sexualité procréative et de maîtrise de la fécondité. Une troisième action, ça a été la formation des professionnels de santé, donc extérieurs au planning, à l'accueil en santé des personnes LGBT, donc avec un focus particulier sur les lesbiennes et les trans. Donc ça, on l'a fait récemment, c'était en décembre dernier. On se sentait un peu plus légitime après 4 ans de travail. Donc on a bénéficié en partie d'un financement de l'ARS Bretagne. Ça a constitué à la fois une reconnaissance des besoins, une reconnaissance de notre travail, et puis bien sûr ça ouvre des perspectives de développement. La formation, elle était animée par 3 membres de la commission, donc à savoir une patiente experte, une médecin et un psychologue. Alors, j'en arrive aux conclusions et perspectives de nos travaux. Quelques premiers éléments de bilan. Donc aujourd'hui, la commission, elle voit les effets de son investissement dans les pratiques quotidiennes du planning familial 35. Les professionnels ont été formés, ils accueillent les personnes transgenres et les lesbiennes sur leurs questions de santé sexuelle. L'ensemble des services sont sollicités, mais c'est l'accompagnement psychologique et médical qui l'est le plus. Alors à ce jour, on peut constater la confiance des associations membres du réseau interassociatif, qui sont souvent à l'origine d'orientation de transgenres et de lesbiennes vers notre association et ses CPEF, et une augmentation de la fréquentation des consultations, tant médicales que psychologiques, par les lesbiennes et les transgenres, et aussi une fréquentation des consultations psychologiques par les gays. Alors pour nous, ce sont 2 indicateurs de l'accueil non jugeant, non discriminant que nous souhaitions dans nos CPEF. Quelques perspectives. Alors nous voulons mettre en place, bon ça c'est des indicateurs intéressants mais pas très scientifiques, donc on voudrait mettre en place une évaluation quantitative et qualitative pour appuyer nos actions quotidiennes et puis aussi pour pouvoir revendiquer explicitement l'aspect safe de notre accueil, tant auprès des concernés que des financeurs, ou de le retravailler si l'enquête dit que notre accueil n'est pas safe. Notre projet, il a pour l'instant essentiellement impliqué le CPEF de Rennes. Donc l'étape suivante, c'est d'étendre ce qui a été fait à Rennes à Saint-Malo. Alors le tissu associatif malouin est très très différent du tissu associatif rennais, donc il va falloir qu'on adapte notre stratégie. On va aussi faire un effort de communication sur tout le département d'Ille-et-Vilaine, voire sur la région Bretagne,
à la fois pour faire connaître le planning comme un lieu de santé qui se veut safe pour les personnes LGBT et aussi comme lieu de formation pour les professionnels des secteurs médicaux, éducatifs ou sociaux. On voulait aussi poursuivre nos travaux de réflexion sur nos pratiques et partager notre expérience et notre approche, comme je le fais aujourd'hui. Et c'est aussi l'objectif qu'on suit avec la réalisation de formations. On voulait aussi développer davantage nos actions en direction des lesbiennes. Et enfin, on commence à travailler là sur la question des prescriptions d'hormonothérapie pour les transgenres. Et en fait, on s'appuie sur un réseau de médecins qui vient tout juste de se constituer et qui commence à travailler, donc qui est constitué en dehors du planning, mais qui s'est monté dans le sillage de ces actions. Alors, je vais finir par là où j'ai commencé. Notre action, elle s'inscrit dans une mobilisation grandissante du mouvement français pour le planning familial sur les questions de santé LGBT. Donc que ce soit localement ou au niveau national, c'est un tournant très important que prend le planning en dépassant son spectre habituel d'action, principalement tourné vers des femmes hétérosexuelles. Pour n'en citer que quelques-unes, les associations départementales d'Isère, de Loire-Atlantique, du Nord, du Haut-Rhin mènent depuis la fin des années 2000 différentes actions d'information ou d'accès à la santé, principalement auprès et avec des lesbiennes et des transgenres. La formation des bénévoles, des professionnels aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur est un axe en développement. Alors ces actions, elles se construisent toujours en partenariat avec des associations de personnes concernées et avec des concernés qui militent également dans les plannings. Mais en fait, si on regarde de plus près son histoire et ses valeurs, finalement, cette évolution du planning familial, elle se place dans la logique politique de l'association, c'est-à-dire accompagner les populations dans leurs questionnements et leurs besoins en matière de santé et de vie affective et sexuelle. Alors, en étant au plus près des populations, le planning a un rôle d'observatoire de la vie affective et sexuelle et de la santé sexuelle. Le mouvement planning, en dépit du qualificatif familial présent dans son appellation officielle, amorce une réflexion sur la transformation des CPEF en des centres de santé sexuelle qui prennent en compte les sexualités dans toutes leurs dimensions et qui offrent des réponses aux besoins de toutes et tous, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes. Je vous remercie. Merci Lydie pour cette brillante intervention et nous osons espérer que ces plannings familiales effectivement vont devenir des centres de santé sexuelle qui prennent en compte donc toute la spécificité à ce niveau-là. Nous allons poursuivre avec la troisième intervention. Quand l'empowerment, le travail en réseau et le plaidoyer permettent de faire face à des difficultés d'ordre structurel pour aboutir à des solutions porteuses d'espoir et d'espérance pour les personnes en situation de vulnérabilité. Serge Thierry Ambayankwam, directeur des programmes et manager des projets de l'association Affirmative Action de Yaoundé au Cameroun, va nous le démontrer dans la présentation d'une intervention de terrain justement baptisée « Soutenu pour partir du bas vers le haut ». Thierry. Merci Ariel. Je vais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque qui ont permis à ce que je sois présent ici. Parce qu'à la dernière minute, il a fallu mobiliser des ressources pour pouvoir me payer un billet d'avion pour arriver à Paris. Et je les remercie également aussi pour ce colloque qui me permet de présenter les résultats d'un projet mené en collaboration d'une association française, Rainbow Solidarité, dénommée Light on Life. Je vais tout d'abord commencer par présenter l'historique du mouvement LGBT au niveau du Cameroun. Comme vous le savez tous, le Cameroun est l'un des pays où l'homosexualité est criminalisée. Et c'est depuis 2006 que la première organisation LGBT a vu le jour. Je pense que vous devez la connaître tous aussi, Alternative Cameroun. En 2008, la CAMNAFOR, qui est une ONG, une grosse ONG partenaire de IPPF, une organisation anglaise, a mis en œuvre un projet en direction des LGBT de la ville de Yaoundé. C'est à l'issue de ce projet que les associations
beaucoup d'associations LGBT de la ville de Yaoundé ont vu le jour, notamment Affirmative Action, que je représente aujourd'hui. En 2011, la première étude biocomportementale a été réalisée dans la ville de Douala et Yaoundé dans la communauté LGBT. Cette étude a révélé un taux de prévalence du VIH de 24% dans la ville de Douala et de 44% dans la ville de Yaoundé chez les HSH. C'est à l'issue de cette étude que les HSH ont été intégrés dans le plan stratégique national de lutte contre le sida en 2012. Et c'est en 2012 également que le Cameroun a bénéficié du financement du Fonds mondial, qui reste encore le premier bailleur de lutte contre le sida en Afrique, Round 10, et la CAMNAFOR, qui était pionnière en matière de lutte contre le sida ou bien en matière de santé sexuelle et reproductive en direction des LGBT, a été sélectionné comme bénéficiaire principal pour la mise en œuvre des actions, des activités de prévention en direction des travailleuses de sexe et des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Mais la CAMNAFOR, qui est une grosse ONG, elle n'allait pas sur le terrain, elle devait collaborer avec les organisations à base communautaire, dont des associations identitaires issues de la communauté. Mais cependant, ces associations de Yaoundé, bon, je ne vais pas parler d'alternatives qui bénéficiaient de financement de SIDAction, avec un problème criard de manque de financement, ils n'avaient pas de local, ils menaient des activités vraiment dans leur domicile. Affirmative Action, en collaboration avec deux autres organisations, Trésor Progrès et Ladies Corporation, une association de lesbiennes, se sont mises ensemble pour répondre à l'appel à projet lancé par Rainbow Solidarité SIDA en fin 2013. Le projet était dénommé Light on Light. Ce projet avait pour objectif de doter à ces trois associations un local où ils pouvaient mener leurs activités en toute sécurité et sans crainte, et également de doter aux LGBT victimes de rejet dans la ville de Yaoundé ou bien du Cameroun en général, à cause de leur orientation sexuelle, à cause ou bien de leur statut sérologique, de leur famille, quoi. Ils se retrouvaient généralement dans la rue et ils se retrouvaient parfois à vivre chez des amis, chez des frères et consorts. C'est ainsi qu'en 2013, fin 2013, nous avons bénéficié de ce projet qui a duré 3 ans, de 2013 à 2016. Oui. Nous avons pu mettre en œuvre ce projet et nous avons vu la première année, le nombre croissant. La première année, le projet n'était que doter la chambre de refuge. Donc, on n'offrait que la chambre de refuge à ces jeunes LGBT qui étaient victimes de rejet. Il n'y avait aucune assistance sociale, aucune assistance psychosociale. Le cadre même n'était pas vraiment agréable. En la deuxième année, nous avons pensé à améliorer les conditions de vie de ces jeunes LGBT, ces jeunes pensionnaires qui passaient par la chambre de refuge. Nous avons contractualisé avec une assistance psychosociale qui entretenait, qui remontait le moral de ces pensionnaires durant leur séjour dans la chambre de refuge. Et durant leur passage, nous essayons également de mobiliser des ressources auprès des autres partenaires pour pouvoir relocaliser ceux qui étaient déjà en location, et on négociait, on faisait la médiation familiale avec les plus jeunes qu'on trouvait qui ne pouvaient pas encore s'assumer ou bien qui n'étaient pas encore financièrement indépendants. Donc, à l'issue de ce projet, nous avons pu héberger 45 jeunes LGBT durant les 3 années. Nous avons pu résoudre 13 cas, renvoyer 13 jeunes dans leur famille où on a fait comprendre à la famille que l'homosexualité, ce n'était pas
une maladie ou bien ce n'était pas un problème, comme on dit souvent, exporté de l'Occident. Non, ils ont accepté leur enfant, ils ont les fait revenir à la maison. À l'issue de là, nous avons également renforcé les capacités des membres de l'association dans le montage des projets, la recherche des financements. Il faut révéler que quand même en Afrique ou bien au Cameroun, la majorité des associations ne reçoivent pas des financements du gouvernement. Donc c'est généralement à travers des appels à projets qu'ils sont financés pour pouvoir mettre leurs activités. Affirmative Action a été membre du CCM, je ne sais pas si vous savez le CCM, l'instance de coordination du financement, du mécanisme de financement du Fonds mondial dans les pays où le Fonds mondial finance des projets. Donc, nous avons été le représentant des populations clés pendant 2 ans. Et c'est à l'issue de ce passage au CCM que nous avons noué des relations avec les partenaires bilatéraux, notamment la GIZ, l'Allemagne, qui nous a permis également de mobiliser encore des populations clés lors de la rédaction de la note conceptuelle du Cameroun de 2016 à 2017 qui se tient en ce moment. Donc, nous avons mobilisé toute la population clé, donc ça veut dire les travailleuses de sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les usagers de dos, pour pouvoir identifier leurs besoins qu'ils aimeraient voir figurer dans cette note conceptuelle. Bon, c'est vrai que je ne veux pas dire que ça s'est passé sans problème. On a connu, des barrières, parce qu'à l'issue de cela, on a produit un document. Le document n'a pas été exploité par le comité de rédaction de la note conceptuelle. Et Dieu merci, et nous remercions également le Fonds mondial pour cela, qui a rejeté la note conceptuelle du Cameroun la première fois, leur envoyant d'aller encore retravailler cette note. Et c'est en ce moment que le gouvernement est revenu vers la société civile pour pouvoir nous intégrer à l'élaboration de cette note conceptuelle. Nous avons participé à la 2e phase de la rédaction et finalement la note conceptuelle est passée en 2016, je pense, fin 2015. Et le projet commençait d'avril 2016 et ça prend fin en 2017. Affirmative Action, grâce à sa mobilisation communautaire qui a démontré ses capacités de gestion, est passée de sous-récipiendaire qu'elle était dans le rang 10 à sous-bénéficiaire. Donc, depuis avril 2016, nous sommes sous-bénéficiaires et cela a permis que, je peux dire, le budget de l'association puisse exploser. Parce que si on part de 2012 avec un budget de 3 000 €, et en 2016, nous sommes à un budget d'environ 200, si j'ai bien noté quelque part, 376 000 €. Donc, ça, c'est grâce à ce projet financé par Rainbow Solidarité qui nous a fait confiance, qui nous a permis d'avoir un local, qui nous a permis de pouvoir mener nos activités sur le terrain, qui nous a permis de pouvoir travailler avec des médecins, le regretté mémoire Dr Mboa Junior, un médecin vénérologue qui venait chez nous à l'association pour pouvoir consulter des HSH qui étaient dans le besoin, surtout sur les pathologies de la marge anale. Et comme résultat obtenu encore, nous sommes passés de 1 salarié que nous avions en 2013. Aujourd'hui, nous sommes à 18 salariés dans l'association. Donc, ceci montre encore l'énorme progrès que l'association a pu réaliser grâce à ce, je ne vais pas dire minime financement de Rainbow Solidarité SIDA.
C'est vrai qu'on me rappelle que je dois arrêter. Je ne veux pas terminer, je veux m'arrêter en présentant ici le récit de 2 pensionnaires qui sont arrivés à l'association. L'un était, je peux dire, il faisait un commerce. Et son bailleur, ayant pris connaissance qu'il était homosexuel, l'a mis à la porte. On l'a recueilli à l'association, mais il continuait à mener son commerce. Son bailleur est allé inciter les jeunes de l'entourage de son lieu d'activité pour pouvoir saccager son activité. C'est comme ça qu'il se retrouve sans fonds, plus rien. Il se retrouve à l'association. Entre nous membres, on a essayé encore de cotiser et on a pu le relancer pour qu'il puisse encore mener une activité, mais dans un autre quartier de la ville. Pendant son séjour, parce qu'il a fait 2 mois, il a fait 2 mois à l'association, oui, dans la chambre de refuge. Pendant son séjour, nous recevons un autre jeune qui a été victime de rejet à cause de son statut sérologique. Il est arrivé à l'association vraiment affaibli par, je peux dire, le VIH, parce qu'il était tout faible et il n'arrivait même pas à se déplacer. Le premier qu'il a trouvé était un point d'appui pour lui, parce que c'est lui qui maintenant lui donnait à manger, qui l'aidait à se laver, qui l'aidait à se nourrir, pendant que nous autres associations, on payait ses soins de santé, on l'accompagnait à l'hôpital, mais le nutritionnel, le vécu quotidien, c'était le pensionnaire qui est arrivé avant lui qui l'aidait. Et à la fin de ces 2 mois, quand les 2 bénéficiaires quittaient de l'association, celui qui était arrivé presque sans fonds avait déjà pu économiser des moyens pour pouvoir aller en location. L'autre qui est arrivé affaibli avait déjà retrouvé des forces et avait commencé à exercer un petit métier. Sur ce, je ne vais pas y retarder longtemps pour ne pas mobiliser la parole. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions, Thierry, pour ce partage fort émouvant et bien de choses à Affirmative Action. Comment et pourquoi lutter contre la sérophobie, être privé de soins au seul motif d'être une personne vivant avec le VIH? Voilà une question qui ne peut laisser personne indifférent. Caroline Isamber, qui va intervenir maintenant, est la responsable plaidoyer et mobilisation citoyenne de l'association AIDE. Elle a, dans son engagement associatif, travaillé sur les questions juridiques liées à l'accès aux soins et également sur ces mêmes questions juridiques liées à la prise en compte des personnes étrangères. Sa présentation porte donc sur expertise des plaidoyers communautaires contre le refus de soins subis par les personnes vivant avec le VIH. Caroline. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour l'organisation de ce colloque et d'avoir retenu notre présentation. Alors, l'objectif de cette présentation, ça va être à la fois de comprendre comment, au sein d'une association communautaire comme AIDE, on peut construire des données et dont on a vu qu'elles étaient insuffisantes du point de vue des organismes officiels sur les refus de soins et comment on peut utiliser ces données construites grâce à la recherche communautaire pour mener un plaidoyer et, bon temps mal an, on va voir que c'est difficile, faire évoluer les pratiques. Alors, un petit rappel, mais là, je pense que vous avez ces chiffres en tête. La question des refus de soins pour les personnes vivant avec le VIH est un enjeu central pour les communautés LGBT. Il faut toujours le rappeler. Et au passage, on souligne que parmi la population trans, il manque des études récentes pour connaître la prévalence au VIH. On voit que les chiffres sont anciens et sur une étude qui portait sur quelques centaines de personnes.
Alors, cette volonté à aide est née du décalage patent qu'il y avait entre des témoignages quasi quotidiens de difficultés d'accès aux soins, de refus d'accès aux soins, et en face très peu de données officielles et des soignants, alors en dehors des soignants qui sont très proches et qui font partie des communautés, mais des soignants notamment du côté des ordres qui minimisent, voire nient le phénomène, et une puissance publique qui est parfois un peu timorée pour prendre le problème à bras-le-corps. Donc la priorité, c'était d'objectiver et de renseigner ce phénomène avec des questions méthodologiques. La recherche communautaire, c'est trouver des méthodologies solides, c'est la priorité quand on monte une recherche communautaire. Tout d'abord, on l'a évoqué tout à l'heure, faire la distinction entre le refus de soins et l'obstacle aux soins, et les deux sont importants, et voir que le refus de soins, on rentre dans le cadre, on va le revoir tout à l'heure, d'une illégalité qui peut être sanctionnée, tandis que du côté de l'obstacle aux soins, la consultation qui se passe mal, le propos sérophobe, le propos homophobe, on peut être dans l'illégalité, mais aussi on peut être dans des pratiques qui ne pourront pas être sanctionnées et auxquelles néanmoins il faut apporter des réponses. Parallèlement, l'une des spécificités des recherches qu'on a essayé de mener, c'est d'essayer de voir dans toutes les dimensions. Les personnes ne sont pas qu'une seule chose, elles n'appartiennent pas à une seule communauté, et il faut voir ce qui peut relever dans les discriminations qu'elles subissent, de la sérophobie, de la transphobie, de l'homophobie. On a vu dans les enquêtes, même si on l'évoquera pas en détail, que par exemple être perçu comme un usager de drogue, c'était un obstacle majeur aux soins. Donc il faut prendre en compte toutes ces dimensions quand on étudie ces questions. Cette distinction entre refus de soins et obstacle aux soins, elle nous a amené à une double méthode, la méthode du testing et la méthode plus classique mais toujours très instructive de l'enquête sur les perceptions des personnes. Alors, le testing, c'est une méthode bien établie et qui, là, nous a permis de voir quand est-ce qu'on était en dehors des clous de la loi avec un procédé assez simple. Donc, c'est un testing qui a porté sur les cabinets de gynécologie et de dentisterie, c'est-à-dire des soins qui ne relèvent pas forcément en première intention du VIH, et pourtant, c'est dans ces endroits-là que les gens témoignent des plus grandes difficultés à avoir un frottis, un détartrage, enfin des choses tout à fait banales. Et on a procédé de façon très simple. On a créé des profils imaginaires de gens identiques en tout point, sauf un, leur statut sérologique qu'ils ont mentionné au téléphone, et on a pu voir quand est-ce qu'on avait un rendez-vous quand on était séronégatif et quand est-ce qu'on avait un rendez-vous quand on était séropositif. Quand on l'avait à peu près au même moment, c'est que tout allait bien dans le cabinet, et quand on avait soit un autre horaire, soit alors un carnet de rendez-vous qui était rempli, on pouvait attester de façon solide qu'il y avait une discrimination liée au VIH. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode qui permet de voir ce qu'on appelle les refus directs, c'est-à-dire non, on vous prendra pas parce que vous êtes séropositif, mais c'est aussi une méthode qui va permettre de renseigner toutes ces petites façons d'éviter de recevoir un patient qu'on trouve dans les pratiques sérophobes, mais qui ont été très bien renseignées sur tout ce qui est lié à la couverture sociale, qui est plus documenté pour le coup sur la CMU ou sur l'AME, en disant aux gens, venez entre midi et 2, venez après 19h, venez dans 3 mois, venez le 31 février. Toutes ces façons dont on peut dissuader les gens de venir consulter dans un cabinet. Et c'est vrai que les refus déguisés sont plus communs que le refus direct. Alors, les résultats, ils sont tout à fait éloquents. C'est une étude qui a été menée en 2015, donc avec un échantillon qui était représentatif, qui était partout en France métropolitaine, et qui voit que pour les dentistes, dans plus d'un tiers des cas, on a un refus lié au statut sérologique. Et c'est la même chose du côté de la gynécologie, même si c'est moins fort. Et
et on est à 6%, ce qui reste tout à fait important. L'ensemble des conversations ont été enregistrées, ça fait la robustesse de l'enquête, et c'est aussi assez intéressant d'aller voir ce qui est dit aux patients qui appellent. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a une vraie diversité entre guillemets dans les motifs de refus, même si c'est tout aussi pénible pour les personnes qui ont à les éprouver. On va avoir des gens qui ne s'estiment pas compétents pour recevoir un patient vivant avec le VIH. On va avoir aussi des choses tout à fait détournées en disant nous ne sommes pas conventionnés, vous serez moins bien remboursés, ou un renvoi systématique vers l'hôpital en disant que les personnes vivant avec le VIH, pour l'ensemble de leurs soins, ne devraient être entièrement prises en charge pour les structures hospitalières, y compris quand il n'y a pas de rapport avec le VIH. Donc on voit qu'il y a, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a toute une palette de motivations qui appelle aussi à toute une palette de réponses à ces phénomènes. Le deuxième volet de notre investigation, ça a été peut-être avec une méthode beaucoup plus classique, ça a été d'aller faire une enquête auprès des populations qui fréquentent les actions de aide, donc des personnes qui vivent avec le VIH et puis des personnes concernées, les communautés concernées, et ça nous permet de faire des comparaisons et finalement d'interroger cette question de du refus de soins ou de l'obstacle aux soins parmi d'autres questions sur les discriminations dans le travail, les discriminations dans la vie affective et sexuelle, et de voir en quoi cette question des soins et des obstacles aux soins, elle enquiquine, pour voire elle handicap la vie quotidienne des personnes. Et puis ça nous a permis de voir aussi les éventuels cumuls de discrimination subis. Alors si on regarde les résultats, on s'aperçoit que pour les personnes vivant avec le VIH reste la cause principale auquel ils attribuent les discriminations qu'ils ont subies. Donc là, on voit l'ampleur de la sérophobie dans le milieu médical. On voit, si on prend tous les domaines où on peut essuyer des pratiques discriminatoires, on voit que le milieu médical est hélas en bonne place. Il est plus facile entre guillemets d'être séropositif sur son lieu de travail que dans un cabinet médical. Si je résume à grands traits les résultats, ce qui frappe quand même un peu les esprits, et on voit également qu'on a un certain nombre de cumuls. Parmi les gays, on va avoir des gens on va avoir une proportion assez importante de gens, indépendamment de leur statut sérologique, qui ont subi dans leur vie des refus de soins. Donc on voit la dimension, le caractère multidimensionnel des discriminations. Donc, avec ces deux méthodes, testing et enquête, on arrive à des données relativement solides. Maintenant, comment est-ce qu'on les fait vivre et qu'on les fait exister pour changer les pratiques? La méthode qu'on a choisie, c'est déjà de commencer par les faire connaître et à les faire reconnaître. Donc, à Aide, on a fait paraître 2 rapports sur les questions des discriminations qui s'appuient notamment sur ces résultats. Et puis, on a fait publier ces résultats dans des revues reconnues comme le Lancet. Parce que ça donne une caisse de résonance importante à ce type de démarche. Et puis aussi parce que c'est ce que lisent les médecins. Donc, c'est aussi une façon d'arriver à notre cible. Et puis, également, utiliser les médias communautaires, parce que dire que le refus de soins ou l'obstacle aux soins, c'est pas une affaire individuelle, qu'il y a plein de gens dans la communauté qui subissent ça, c'est aussi important en termes de solidarité et de prise de conscience.
Alors, une fois qu'on a fait connaître les données, un deuxième aspect de notre démarche a été d'essayer de mettre en place dans la loi tout un arsenal contre les refus et les discriminations dans le milieu médical. On a essayé, vous allez voir, c'est vraiment un essai, on a profité de l'opportunité de la loi de santé qui a été votée au début de l'année 2016, donc des discussions autour, pour proposer tout un arsenal très riche. Alors, regardez bien, c'était utopique. Et notamment la reconnaissance et l'inscription du testing dans la loi. Le résultat à l'arrivée a été assez faible, avec simplement la création de commissions des refus de soins attachées aux ordres médicaux, commissions, je vais vous en reparler, qui sont pas tout à fait satisfaisantes parce qu'on se trouve avec des commissions où les médecins sont jugés partis, ce qui permet pas forcément une discussion tout à fait sereine. Mais ça reste des lieux qu'il va falloir investir. Donc, et puis, voilà, on arrive au cœur de l'affaire. Comment fait-on évoluer les pratiques? Alors, il ne s'agit pas d'être dans une opposition systématique avec le milieu médical. Il s'agit de rentrer dans un rapport de force le plus fructueux possible. Donc, sur la base des résultats, et c'était pas le cas avant, c'est là qu'on voit que d'avoir des données robustes, ça aide. On a pu rentrer en contact avec les ordres et commencer à discuter avec eux. Dans les revues internes de ces ordres, et ça peut paraître anecdotique, mais c'est important, il y a eu un certain nombre d'articles autour de ces questions-là qui sont déjà une première marque de reconnaissance du phénomène. Par ailleurs, aide avec d'autres associations, le planning familial notamment a été nommé pour siéger dans ces fameuses commissions de refus de soins. Si par hasard il y a des membres des ordres, des médecins, des dentistes ou des sages-femmes dans la salle, voilà, vous avez notre mail, on attend très vite que les commissions soient convoquées pour pouvoir discuter. On a, voilà, les nominations ont eu lieu en décembre et on attend les résultats. Et puis, il y a aussi la possibilité de saisine individuelle sur des situations individuelles. Là encore, on peut faire appel aux ordres parce que c'est à eux que la puissance publique délègue les éventuelles sanctions quand on est dans le cadre du refus de soins, et puis toute l'application de la déontologie, et le défenseur des droits qui est très engagé sur cette question des refus de soins, plutôt lié à la couverture sociale, mais ça va être possible de l'amener vers d'autres types de discrimination, là encore, qui peut être saisi. Même si on voit que dans les situations individuelles, il n'est pas toujours facile pour les personnes de faire les démarches parce que c'est lourd et parce que la demande, elle est surtout de trouver le plus vite possible un médecin qui va accepter de recevoir la personne, et donc on n'a pas envie tout le temps de s'engager dans une démarche individuelle. Mais c'est des possibilités qui existent et qu'il faut faire fonctionner au maximum. Le dernier outil qu'on est en train d'essayer de mettre au point pour essayer de faire évoluer les pratiques, c'est essayer de recueillir des données au long cours en ayant un outil d'observatoire qui permette d'enregistrer toutes les pratiques qui vont du refus de soins à l'obstacle aux soins, voilà, de façon large. Un peu de ce point de vue-là, l'enquête que vous avez présentée tout à l'heure est tout à fait inspirante. Et puis un outil qui donne aussi des clés d'orientation, donc des listes de médecins où on est sûr que ça se passera bien, les possibilités de faire des saisines individuelles quand ça se passe pas très bien. Aussi, on en a moins parlé, la possibilité de saisir les commissions des usagers dans les structures hospitalières. Voilà, un outil qui cumule recueil de données et puis accompagnement. Et là encore, eh bien, reprendre notre bâton de pèlerin, si vous me passez l'expression, et à partir de ces données, aller frapper à toutes les portes pour essayer de transformer les pratiques avec un objectif qui serait, lui, de mutualiser cet outil pour, là encore, que dans d'autres structures que celle de aide, on puisse avoir la vue la plus large et la plus précise de ce qui est vécu par les personnes. Je vous remercie.
l'horizon c'est 90. Donc j'ai juste des petits commentaires un peu pervers à faire sur la question des refus de soins. Alors d'abord, pour ce qui est des gynécos, je suis très surpris quand même des chiffres que vous avez, parce qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites par CEDAP au service pendant 15 ans sur les discriminations des personnes séropositives. Et les chiffres pour les problèmes chez les gynécos sont absolument monstrueux, bien plus élevés que ceux que vous retrouvez. Il s'agit moins de refus de soins que de maltraitance gynécologique, ce qui est un truc qui est quand même vachement bien connu aussi des lesbiennes, par exemple. Les gens sont vus, mais ça se passe quand même extrêmement mal. Et enfin, moi, le nombre de femmes que j'ai vu ressortir en pleurant de chez le gynéco, c'était quand même assez terrifiant. Pour les dentistes, alors, moi j'ai un avis très différent du vôtre. Parce que j'ai passé des heures à écouter ce qui a été mis en ligne dans l'enquête de Aide sur les appels aux dentistes, etc. En fait, la plupart des refus de soins ne sont pas des refus de soins. Ils disent aux gens de passer en fin de programme. Et je pense que c'est pas de la blague, parce qu'ils travaillent comme des cochons. Tout simplement. Si on consulte les installateurs, par exemple, ce que j'avais fait à une époque de cabinet dentaire, environ les installations qui correspondent aux bonnes pratiques aujourd'hui, c'est à peu près un cabinet sur 2 qui est équipé de ça. Donc, recommandation, petit conseil, dites tous à votre dentiste que vous êtes séropos, ça vous évitera de tomber sur un mec qui bosse comme un cochon et vous aurez des soins de bonne qualité et ce sera de la discrimination positive. Non, c'est vrai que le message qui est là, en plus, qui n'est pas le message de haine ni de la communauté, c'est le message des ordres qui est les conditions d'hygiène à appliquer aux personnes, quel que soit leur statut sérologique, est le même. Il n'y a pas de précautions particulières. Et s'il y a des précautions particulières à prendre, ça veut dire que, dans le même sens de ce que vous dites, le boulot n'est pas bien fait. Voilà. En plus, il y a la question de tous les gens qui ignorent leur statut sérologique, qui montre qu'il y a quand même un sacré souci dans l'approche des dentistes sur cette question-là. Oui, bonjour, Vincent Victoria Strobel de Because. J'ai bien écouté les 3 enquêtes, Dr Wang, et Dr Zezerevski et Madame Poré, et je me dis la chose suivante. Hier, quelqu'un a dit dans la salle, il y a le concept un peu glaçant de HSH. Et c'est vrai que c'est pas très beau, hein. Homme ayant des relations sexuelles avec les hommes, en acronyme, ça fait un peu moche. Et en même temps, c'est un concept qui est un peu plus large, par exemple, que le concept de gay, puisqu'il inclut les hommes bisexuels. De même pour les FSF. Alors, je ne dis pas qu'il faut refaire toutes les enquêtes pour inclure tout le monde. Simplement, les enquêtes aboutissent à un certain nombre de conclusions que j'aurais besoin de me remémorer, donc je prendrai votre adresse en ligne, docteur. Mais est-ce que pour autant les conclusions qui ont été données cet après-midi peuvent également concerner les personnes de type non monosexuel, hein, parce qu'il peut y avoir des gens qui se disent hétéros et des hommes qui ont des relations avec des hommes et ainsi de suite? Est-ce que donc il y a une vertu un peu d'universalité des tendances, des préconisations, etc. En fait, ça a été une grosse question de savoir qui on incluait dans l'enquête, qui on visait exactement. Et très rapidement venue sur le tapis la question de l'identité et quel rôle pouvait jouer l'identité sur les difficultés rencontrées par les personnes. Mon enquête se limite clairement aux gays et aux lesbiennes identifiés comme tels. C'était difficile de prendre en considération l'identité bi, d'une part parce que je la connaissais assez mal et qu'on n'a pas énormément de connaissances sociologiques sur l'identité bi. Le HSH, c'est quelque chose qui éludait la question de l'identité, clairement, donc c'était pas pour moi pertinent. Et du coup, pour répondre à votre question, les résultats se limitent aux gays et aux lesbiennes. Après, on a quand même posé la question de l'identité dans les questionnaires. On avait des personnes qui s'identifiaient comme bi, on avait des personnes qui s'identifiaient autrement encore. C'est plus détaillé dans ma thèse. Donc après, on a des résultats qui peuvent être aussi intéressants, mais qui sont pas... Enfin, l'enquête visait pas ces personnes-là en tant que telles. Je rappelle que je suis transhomme. Donc, je suis une femme. Donc, ma question concerne le thème de sport.
sport haut niveau. Donc maintenant, c'est la direction de sport haut niveau. Toutes les personnes peuvent partager le sport haut niveau. Donc, il existe les Jeux paralympiques pour les personnes qui sont handicapées. Existe les catégories de poids différents pour les personnes. Pour toutes les personnes, elles peuvent partager le sport haut niveau. Mais je voudrais dire qu'il existe une catégorie dans le monde qui ne peut pas partager le sport haut niveau. C'est les personnes transhommes. Ce n'est pas possible. Quand existe le système de transformation qui est maintenant, qui n'est pas assez. Et les personnes transhommes ne peuvent pas partager le sport haut niveau. Moi, je pensais, parce qu'il existe les Gay Games, moi, je pensais, ah voilà, c'est une grande possibilité pour les personnes transhommes, quand même, partager le sport haut niveau. Mais non, je dois partager, je parlais avec les bénévoles de Gay Games, et j'ai dit que je voudrais partager catégorie boxe anglaise, parce que j'ai pratiqué boxe anglaise. On m'a dit que je dois partager ce sport entre les hommes. C'est pas possible. Les transhommes, ils ne peuvent pas faire concurrence entre les hommes biologiques. Donc, je ne peux partager le sport. Et c'est pas seulement moi, et l'autre personne transhommes. Elle ne peut pas partager le sport haut niveau. Le sport haut niveau n'existe pas pour les transhommes. Et les transhommes n'existent pas pour le sport haut niveau. Donc, à ma question, c'est comment c'est possible de changer cette situation, et si c'est possible ou non. Bon, donc on va demander au président de Paris 2018 de répondre. Emmanuel Picot. C'est une très bonne question, en fait, Emmanuel Picot, président de Paris 2018. Effectivement, la question du genre est une question fondamentale dans le sport, qui a été conçue autour de la masculinité, comme je l'ai dit hier, puis étendue aux femmes et avec tout ce que ça veut dire. Le sport est genré. Nous, notre vision du sport, c'est justement de le faire évoluer et de faire en sorte que le maximum de sports puisse être des sports mixtes, que la manière que l'on l'aborde soit à la manière de la présentation de son genre et de sa catégorie. Plus il y aura de personnes de la diversité, plus on peut créer des catégories pour faire en sorte que les personnes concourent en même temps. Si, par exemple, en boxe, on a plusieurs personnes transhommes, c'est plus facile pour nous d'organiser une compétition qui corresponde. Mais globalement, aux Gay Games, en fait, on fait évoluer, grâce à la FSGL et aux associations trans, la charte de participation en fonction du genre, de manière à ce que ce soit fait sous le signe du choix de la personne qui concourt. Autrement dit, je m'identifie comme homme ou femme pour concourir. Et derrière, on peut aller encore plus loin. Mais ce qu'il faut faire changer, et les Gay Games peuvent le faire, c'est faire modifier au niveau global, international, sportif, les règlements. Car pour l'instant, tous les règlements sont genrés hommes, femmes. Et il est extrêmement... Enfin, les Gay Games vont participer à ce changement-là. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille. Oui, je voulais revenir sur la question de la bisexualité. Je te remercie vraiment d'avoir posé la question. Je n'ai pas retenu ton prénom. En fait, en préparant la communication, bon, enfin, tous et toutes, là, dans nos associations, on bosse, on a le nez dans le guidon. Et là, en fait, d'avoir préparé, ça permet un peu de prendre de la hauteur. Et quand je relisais mon texte, je me disais, ouais, je parle de LGBT, je parle des lesbiennes, je parle des transgenres, et puis les bi, je suis concernée et je n'en parle pas. Donc ça m'a vraiment interrogée, donc je te remercie pour ta question, ça me permet d'en parler. Voilà, c'est concrètement, je pense qu'on l'a pensé au début dans notre travail, et puis eh bien, on l'a oublié, et on n'y pense plus assez. Je me dis c'est sans doute parce qu'on est face à des urgences. Il y a à la fois d'un côté des urgences et puis en face il y a notre énergie militante et du coup peut-être qu'on met le paquet sur ce qu'on considère qui est plus urgent, à tort ou à raison. C'est aussi à l'intérieur des commissions, des groupes de travail, très clairement, alors une manière soft de le dire, c'est des jeux d'acteurs et des jeux d'actrices, mais c'est aussi très clairement des rapports de force.
Voilà, et on en vient, hélas à ça, et des rapports de force et des rapports aussi... on peut avoir parfois l'impression d'être en concurrence. Bonjour, donc je vais poser ma question. Je voudrais revenir sur les questionnaires et prendre un point de vue médical. Christophe Seguin, je suis le médecin responsable du CJ de Fernand Vidal, Saint-Louis, kiosque Checkpoint, donc avec une expérience assez large sur l'ensemble des populations, à la fois LGBT et migrants. Et c'était intéressant, vos deux enquêtes, Thibault et Caroline Isambert. J'essaie de me mettre du point de vue du médecin. On a dit les LGBT sont des êtres humains comme les autres, et les médecins aussi sont des êtres humains comme les autres. Et ce qu'on apprend aux médecins, alors c'est mauvais, c'est culturel, mais ce qu'on leur apprend, c'est que comme aux garçons on apprend à ne pas pleurer, aux médecins on dit tu dois savoir, tu dois nécessairement savoir. C'est-à-dire tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Et il y a des médecins dans cette salle, vous avez tous été comme moi confrontés à des situations où vous ne saviez pas. C'est vachement dur, il faut une grosse expérience pour pouvoir dire à son patient, écoutez, je ne sais pas, je vais me renseigner. Et je pense que parmi les refus de soins, j'espère qu'il y en a une partie qui sont liés au fait qu'ils ne savent pas. Il faudrait voir quelle est la date d'obtention du diplôme. Mais vis-à-vis de VIH, peut-être qu'il y en a certains qui sont complètement largués et qui se disent, je ne vais pas savoir reprendre en charge. Peut-être qu'il faudra aller les revoir. Bien sûr, c'est bien que l'ordre mette dans leur bulletin quelques informations, mais aller les revoir individuellement et leur expliquer un certain nombre de choses. Alors, si ça pouvait couvrir au moins une partie de ces refus, ça serait pas mal. Peut-être qu'il y a un certain nombre qui refusent pour des raisons idéologiques qui sont absolument pas acceptables, hein, puisque, on l'a rappelé au début, les médecins doivent prendre en charge n'importe quelle pathologie et n'importe quel patient, mais il est possible que ce soit ça. Et c'est difficile, hein. Alors je peux vous assurer ici à tous, c'est difficile de dire à un patient, je ne sais pas. Je le dis à des patients que je reçois en PrEP, je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Et sinon, en termes de consultation gynéco, vers les lesbiennes et les trans, le kiosque Checkpoint met en place une consultation. Donc voilà, si ça vous intéresse. Moi, je vais juste intervenir et je vous remercie de votre intervention. Je disais à mon co-modérateur, j'étais un petit peu ennuyée qu'on finisse cette table ronde par la question refus de soins, jugement, l'ordre, les sanctions, etc. Alors que finalement, je pense qu'on a quand même intérêt à être dans la plus large ouverture possible. Et que j'étais intervenue un peu hier en disant, bon, il y a le refus de soins, ça c'est vrai, pour des raisons idéologiques, etc. Bon, ça existe, on le sait, ou de peur, ou de sérophobie, j'en sais rien. Mais il y a aussi plein de choses, je pense, qui se passent, qui sont liées soit à de l'ignorance, soit au fait qu'on n'ose pas... dans la relation médecin-patient, cette question ne se dit pas par discrétion, on n'ose pas, c'est la sphère intime, etc. Ça me fait penser, depuis que je réfléchis à ce colloque, c'est exactement ce qui s'est passé sur les violences. En fait, sur les violences, si on n'ouvre pas le dialogue avec une patiente ou un patient, on ne sait pas que ça existe, on ne sait pas qu'il y a un problème, on ne sait pas. Et donc, je pense que notre rôle et ce qu'on a à faire, et merci vraiment Thibault de cette enquête, parce que je pense que ça va être très, très prometteur en termes de perspective. Ce qui compte, c'est d'ouvrir le dialogue, que les choses se disent dans la consultation, que ça soit des problèmes spécifiques sexuels, infectieux, etc., mais aussi tout le champ. Je suis désolée. On a une spécificité sexuelle, mais on est aussi un patient, on a des maladies chroniques, on a une souffrance psychique, et ça, c'est pas très différent, je pense, de toute personne. Et que, voilà, et moi je pense que là, avec les travaux qu'on a entendus aujourd'hui, je pense que c'est vraiment très porteur en termes de perspective, de chantier qu'on a à ouvrir et à faire. Et je pense que justement, la question de la posture d'écoute est quand même très très importante. Et on a des patients aujourd'hui, quel que soit le domaine, qui savent, qui vont sur Internet, etc. Donc on n'est pas avec le patient en 2017 comme on était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les patients arrivent, ils ont été voir plein de choses. On ne peut pas dire « je sais, vous ne savez rien ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On a aussi dans notre métier, on a des ressources, on a aussi Internet. Je veux dire, on peut aller voir où envoyer notre patient. Et je pense que ça fait partie aussi de cette
humilité ou de cette truc. On n'est pas tout puissant, voilà. Et ça, c'est important de le dire aussi. Moi, je suis un jeune médecin, du coup, mais dans ma fac, on m'a appris à dire qu'on ne savait pas. Et c'était justement quelque chose d'assez important. Mais oui, peut-être que j'ai eu des bons professeurs. En tout cas, aujourd'hui, moi, ça ne me pose pas de problème en consultation de dire que je ne sais pas. Pour vous répondre aussi, en effet, j'ai pensé à cette comparaison aux violences, et c'est vrai que les violences, c'est aussi un problème en médecine générale qui est un problème de poser la question. C'est pas exactement la même chose parce que en fait, l'homosexualité, c'est une notion en tant que telle qui est assez récente et qui a été en partie construite par des médecins et qui a été en partie définie par des médecins. Et dans la médecine, c'est un petit peu désinvesti au moment de la dépathologisation, où elle a décidé que c'était plus pathologique. Et en fait, elle a laissé ça en tant que tel, et c'est plus pathologique, mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un désir qui est réellement équivalent au désir hétérosexuel? Non, chacun fait un petit peu avec sa morale. Et du coup, ça pose des questions qui sont aussi différentes dans le rapport médecin-patient, qui ne sont pas que des questions de dire ou de ne pas dire. Il y a des subtilités et des rapports de pouvoir qui sont en jeu et qui sont à travailler aussi. Bonsoir. Bonsoir Anaïs Maresca. J'aurais voulu faire un clin d'œil à Giovanni et à Serge pour leur intervention, des exemples de santé communautaire. Et surtout, j'aurais aimé que Serge puisse intervenir dans différents services hospitaliers prenant en charge de personnes concernées par le VIH chez les migrants. D'où combien SHH africain, c'est un enjeu de santé qui, beaucoup de services ou même des praticiens ne sont pas assez bien renseignés. Sinon, j'aurais souhaité passer une information à propos de la prévalence VIH et les personnes transgenres. On devait parler plutôt de données officielles. On ne les a pas presque nulle part dans le monde parce que ce n'est pas répertorié ainsi. Ils sont considérés, les personnes transgenres sont considérées, les femmes transgenres sont considérées à HSH quand on va faire les données officielles. En France, depuis 2012, la DO, la déclaration obligatoire, a ajouté la case trans M2F, F2M. Il se trouve que généralement, on va répertorier les nouvelles infections. Et beaucoup de personnes, des fois, ont eu des contaminations au préalable. Pour l'instant, il n'y a pas encore de puissance pour qu'on puisse avoir des données pour ça. Pour une autre chose, on va parler de prévalence, c'est plutôt le Domévi. Pour l'instant, les données de Domévi qui ont inclus la classe transsexuelle, hélas, pas transgenre, pas trans M2F ni F2M, bon, peu importe, c'est déjà ça. C'est depuis 2012 aussi, mais ce n'est pas, toujours pas, tout au moins cette année, je n'ai pas eu encore embêté Montréal-Marie-Croze comme j'ai fait à chaque début d'année pour demander si on peut avoir des données pour cela. Donc voilà, les données des enquêtes, c'est super bien, on peut retenir l'odds ratio de la méta-analyse publiée par Bahal des 48,8 pour les personnes transgenres, le risque de se contaminer par le VIH. Voilà. Bonne soirée. Bonjour, Denis Nadja, je suis médecin. Et ma question s'adresse à mon confrère Thibaut Jedrzejewski. Alors, j'ai écouté votre exposé avec beaucoup d'attention. Je trouve que vous avez fait un travail remarquable et les résultats sont extrêmement intéressants. Il y a juste une chose qui m'interpelle, c'est un problème de mots choisis et qui peuvent parfois laisser traîner un concept qui peut m'inquiéter. Alors, vous êtes jeune, je suis beaucoup plus vieux que vous, et certains concepts peuvent m'effrayer en termes de récupération par des idéologies extrémistes. Je m'explique. Je vais faire rapidement un retour en arrière de 30 ans. Lorsque l'épidémie de sida a explosé, on a commencé d'abord dans la presse par faire des gros titres avec cancer gay cancer, et
très peu de temps après, quasiment dans la continuité, on a eu des articles dans la presse disant que c'était une punition divine, disant que... Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Alors là, le mot qui m'a interpellé dans votre exposé, c'est spécificité de la santé LGBT. Donc, derrière ce mot de spécificité, est-ce que vous entendez qu'il y a une pathologie qui soit spécifique LGBT? Et quand je dis LGBT, je parle d'identité et de désir, pas de pratique. Donc, je voudrais que vous me disiez si, dans l'ensemble des pathologies que vous avez présentées, vous avez parlé de dépression, vous avez parlé d'alcoolisme, vous avez parlé des maladies sexuellement transmissibles, vous avez même cité le cancer du canal anal. Est-ce que parmi ces pathologies... Première question, est-ce que pour vous, la spécificité de la santé des personnes LGBT suppose qu'il y a des pathologies qui soient spécifiques aux LGBT? Première question. Et si oui, est-ce que vous pouvez m'en citer une? Alors, la première chose, c'est que je vais vous reprendre sur le terme de LGBT que je n'ai pas du tout utilisé. C'est des spécificités gays ou des spécificités lesbiennes. Spécificité, c'est un mot sur lequel j'ai beaucoup réfléchi aussi. En essayant d'autres, en réfléchissant avec mon directeur sur ce mot. C'est un mot qui me convient pas mal finalement parce que ça ne me dérange pas que soient associées ces pathologies aux gays ou aux lesbiennes, parce qu'il s'agit justement d'affirmer ces différences de population et de lutter contre, justement, pour mieux soigner ces personnes et de ne pas éluder la question en se disant qu'il n'y a pas de problème. Enfin, si on élude la question des spécificités de santé, ces personnes-là, en effet, on retourne dans un truc où on les soigne comme tout le monde. Mais non, il y a le VIH dans lequel il y a 200 fois plus, enfin, population HSH, dans laquelle il y a 200 fois plus de risques pour eux. Les spécificités sociales de coming out, de santé mentale, elles sont spécifiques. C'est pas les mêmes que la santé mentale. C'est pas une dépression d'une personne gay. C'est pas forcément la même. Ok, il peut y avoir une dépression liée à d'autres choses qu'à son homosexualité, mais l'homosexualité est là, sous-jacente. Il y a un vécu derrière, et c'est à prendre en considération. Alors, croyez-moi, ce que vous dites, je peux en être témoin, j'ai été médecin pendant 35 ans, et je répète mon inquiétude, si cette notion est reprise par une idéologie extrémiste, il faudra la combattre. Elle peut être dangereuse, et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, ce serait que des extrémistes reprennent vos propres propos en disant, vous voyez, il y a même des personnes qui étaient dans un colloque LGBT qui disent qu'il y a bien des maladies qui sont spécifiques à ces personnes-là. Et c'est ce qui m'inquiète un peu, voilà, c'est tout. La récupération, il faudra la combattre. En effet, c'est une récupération qui est possible, mais il faudra affirmer que c'est des études statistiques, que c'est des vécus particuliers, que ces personnes, si elles ne connaissent pas les vécus... Ce n'est pas exclusif, excusez-moi, ce n'est pas exclusif. Aucune dépression n'est exclusive, aucune pathologie n'est exclusive d'une population. Donc, je crois qu'il faut faire attention aux mots, c'est tout. Bon, sinon, pour le reste, votre travail était parfait, je vous en remercie. Merci. Moi, j'ai utilisé ce terme aussi dans un diapo, et on utilise en fait ce terme fréquemment dans la santé publique. On travaille avec plusieurs populations. Et en fait, on fait référence en spécificité en matière de la santé. Et donc, on ne parle pas forcément des spécificités disons, une spécificité gay ou une spécificité lesbienne, mais spécificité en matière de la santé chez cette population. Voilà. C'est ça comme il faut entendre ce terme. Et je trouve le terme en fait très bien, parce qu'il y a en fait des facettes communes, comme vous avez dit, sur une dépression, mais on a trouvé aussi des facettes très spécifiques à notre communauté. Par exemple, les problèmes avec l'homosexualité, c'est un facteur à risque spécifique pour les homosexuels, pour une tentative de suicide ou la dépression, qu'on ne trouve pas auprès des autres populations.
Par contre, par exemple, les troubles de relation, les troubles familiales, on les trouve aussi auprès d'autres populations. Et donc voilà, je trouve qu'il est très important toujours de trouver les points communs, mais aussi d'identifier les points spécifiques s'ils existent. Mais en fait, l'utilisation de ce terme n'est pas forcément comme vous avez soulevé. Voilà. En tant que personne trans et engagée déjà dans la lutte contre le sida et pour vraiment travailler pour la mise en place vraiment des recherches qui puissent vraiment favoriser une meilleure prise en charge de ces spécificités de santé des personnes trans. Moi, je suis confrontée aujourd'hui à une situation X. Un jour, mon médecin traitante pour le VIH m'a envoyé faire une échographie et de la partie bas de l'abdomen. Je me suis retrouvée face à ce moment-là et pour un moment, la personne, le médecin qui devait faire l'échographie est sorti, revenu. Elle est partie 3 fois. Je le trouve inquiète, un peu blond. À un moment donné, je ne savais pas ce qui s'arrivait. En rentrant, il est arrivé avec son chef de service qui a pris le relais pour pouvoir m'effectuer une échographie des testicules. Ce qui veut dire, voilà, mon médecin m'a envoyé parce qu'il sait que ça fait des années que je prends des hormones, que je suis séropositive, que mes testicules sont atrophiés à conséquence et que pour vraiment surveiller un cancer ou autre, il faut vraiment développer des spécificités qui me sont les miennes, qui sont les nôtres, qui ne sont pas aujourd'hui prises en compte. Et quand on parle de ces spécificités pour une prise en charge, je pense qu'il va falloir mettre de côté la peur. Et si vraiment la question de pourquoi on a cette peur, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas de recherche. Et sur les questions de formation des médecins, il y a tout à faire en fait sur ces questions-là. Bonjour, donc Kadi Saloumani, je suis juriste au CIDFF de l'Eure. Je me permettais de rebondir par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, notamment par rapport aux médecins et l'assimilation, notamment par rapport aux violences conjugales. Monsieur disait qu'il distinguait la violence conjugale de l'homosexualité vis-à-vis des médecins. Je ne serais pas d'accord. Nous, dans notre association et donc sur le territoire, on s'arrange pour faire tout pour que les médecins puissent intervenir, être des super partenaires, parce que quand on est face à des victimes de violences conjugales, on sait très bien qu'il y a une question de dépôt de plainte, mais il y a aussi une question de certificat médical. Et au niveau, malheureusement, de tout ce qui est police et puis gendarmerie, ils insistent notamment pour la délivrance de ce certificat médical. À part qu'on se rend compte qu'un médecin n'est pas formé sur la thématique des certificats médicaux avec les ITT, donc les incapacités totales de travail, et qu'on voit bien que d'un médecin à un autre, on va avoir par exemple pour une claque 1 jour d'ITT et on va avoir avec un autre médecin traitant 5 jours d'ITT. Donc on voit bien que c'est complètement différent. Le but étant, c'est qu'on constate que la présence du médecin est quand même indispensable et que son intervention est très importante. Malheureusement, nous, on voit bien, donc on travaille dans le cadre d'un réseau de partenaires où on a différents professionnels, c'est-à-dire ça peut être des assistantes sociales, ça peut être des sages-femmes, ça peut être des infirmières ou des autres assistantes sociales scolaires. Donc on est vraiment différentes structures. Et on a essayé, notamment via la déléguée aux droits des femmes donc, du département, de faire intervenir les médecins, notamment en envoyant un courrier à l'ordre des médecins, et on n'a eu aucune nouvelle. On essaye de faire des réunions auprès des élus, des directeurs, présidents, présidentes d'associations et autres, et donc aussi des médecins et de tout ce qui est personnel médical, et on se rend compte qu'on n'a aucune présence du milieu médical, et on trouve ça dommage parce que c'est un élément indispensable. Récemment, on a fait une intervention, donc, alors là c'était à l'hôpital d'Évreux, bien sûr la question encore des violences intrafamiliales. Et ce qui a été super, c'est qu'il y a eu notamment une intervention d'une sage-femme qui
qui notamment préconisait en disant, bon bah voilà, nous dans le cadre des grossesses, comme on sait que c'est un moment où ça peut être une possibilité que les violences conjugales soient accrues ou diminuent complètement, leur dire de cette sage-femme nous expliquer que pendant le premier rendez-vous, elle s'accordait le temps de poser la question aux personnes, comment ça se passait au domicile, comment ça se passait au travail, notamment pour gratter l'information et essayer d'obtenir des infos, notamment sur les violences conjugales. Et je pense que pour moi, la plus grosse des problématiques, et j'ai bien compris que il y a la difficulté au niveau des professionnels, des médecins, du refus de prendre en charge certaines personnes. Mais pour moi, c'est vrai que c'est plutôt la difficulté de former plutôt ces professionnels et de leur dire, voilà, on peut s'accorder le temps d'écouter les personnes, de voir quelles sont les difficultés pour pouvoir apporter une réponse meilleure à leur situation. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit conseil, un petit parallèle. Je vous remercie. Je crois qu'il y avait juste une intervention au milieu, là, les jeunes. Non ? Oui, moi je voulais juste faire une remarque cet après-midi plutôt positive, parce que j'entends beaucoup de... C'est tout à fait normal, hein, c'est pour ça qu'on est là, pour se critiquer et avancer, mais on a ici un panel qui a abordé vraiment des thèmes extrêmement différents, pour des populations différentes, et à mon avis qui ont leurs spécificités, parce qu'elles ont des modes de vie, des entourages, des besoins qui sont véritablement spécifiques. Et ce qu'on a vu à travers le plaidoyer, à travers l'organisation du mouvement de planning familial, qui était quand même très très loin des problématiques que vous avez évoquées, un jeune médecin qui a vraiment des projets d'information et de formation des médecins et de transformation de la réalité de la médecine générale, vous, au Cameroun, qui dans une adversité absolument effroyable, réussissez à vous faire reconnaître en aidant les personnes depuis, simplement à survivre finalement, et puis à se projeter dans l'avenir, comme vous l'avez dit pour les deux personnes que vous avez évoquées. Toi, Giovanna, avec ce projet qui est parti de l'autosupport finalement pour arriver à la problématique de la citoyenneté, vous qui faites émerger la problématique de la santé publique dans toute sa diversité, tous les problèmes de santé qui vont être comment dirais-je, compliqués et plus fréquents parmi les populations. Et je trouve qu'on a là un panel vraiment très optimiste, finalement, pour le changement. Et juste, j'avais envie de dire que on a organisé avec nos camarades et tout le conseil scientifique ce colloque, et on voit qu'il y a toutes ces initiatives qui doivent maintenant prendre de l'ampleur, se déployer, se faire connaître, pour transformer la réalité. Et que là, avec vous, on se sent en bonne voie. Voilà, je voulais juste te dire des choses positives. Moi, je voudrais juste te dire, France, merci, parce que c'est une très belle conclusion de la table ronde. Et je crois que ça permet de conclure cette table ronde, puisqu'on est dans les horaires. Ah, pardon. Bonjour, je m'appelle Papi, je suis le président de l'association Espoir à Étampes. Je vais malheureusement poser encore une question sur les refus de soins. Parce que si on n'en parle pas, et puis voilà, il y a certains pratiquants qui risquent de continuer à le faire. Donc, on met en place les TROD, et à chaque fois qu'on a des jeunes ACSH, que ce soit blancs ou noirs, qui viennent nous voir, quand il s'agit d'aller se faire un test de confirmation auprès des CEGID, j'ai entendu CEGID parler quelque part là, et il se pose toujours un problème. En fait, ils refusent tous de se rendre au CEGID, soi-disant il y a des réflexions par les médecins, par les personnels des CEGID. Et c'est tous les jeunes, hein, c'est tous les jeunes. Et pire, c'est quand il s'agit d'un jeune black. Le plus récent, ça date de 3 semaines, où il y a un médecin qui dit aux jeunes, et j'ai encore la phrase avec moi ici, te dépister va coûter à l'État pour rien. Donc, moi, je me demande, je me pose la question, parce que je ne vais pas répéter les phrases que tout le monde a posées tout à l'heure, depuis ce matin. Est-ce que, bien que les médecins ne soient pas formés pour recevoir la diversité qui existe en France,
Est-ce qu'en France, on peut dire à une personne parce qu'il a parce qu'il n'a pas une bonne couleur ou il n'a pas une bonne orientation sexuelle que te dépister va coûter à l'État pour rien? C'était juste ça ma réaction. Il y a des instances qui sont faites pour ça. Pardon, il y a des instances qui sont faites pour, précisément, on en a parlé tout à l'heure, hein, la commission des droits des usagers. Non, mais même à l'échelle de chaque département, il y a maintenant les commissions des usagers qui sont faites pour précisément déposer ce genre de réclamations concernant les institutions de santé, les établissements de santé, etc.